Merci au CLA d'organiser cette journée, ainsi qu'à Sophie Ottman qui a géré toute l'organisation. Je suis contente d'être avec vous en ligne. Alors, quelques mots pour me présenter. Je suis donc enseignante de français langue étrangère, conceptrice, comme vient de le dire Sophie, de nombreux dispositifs d'auto-formation guidée et de nombreuses ressources numériques dédiées à l'apprentissage du français langue étrangère. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, à vous tous qui êtes loin de moi, puisque je suis à Lille, c'est le bilan d'un parcours qui a démarré dans les années 2000 à peu près, puisque nous avons commencé à concevoir des ressources numériques à cette époque-là. Bilan d'un parcours en termes d'apport des ressources numériques, de conception des ressources numériques, et puis également de cette conception du MOOC, Défi Delphes, qui est toute récente, puisque ce MOOC se joue pour la première fois et n'est pas encore terminé à l'heure qu'il est. Donc évidemment, ce sera un bilan très partiel et provisoire que je vais vous présenter ici. Alors, ma présentation se fera en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais faire quelques rappels théoriques sur ce que c'est que l'auto-apprentissage intégré, c'est-à-dire intégré au présentiel. Ensuite, je voudrais vous présenter quelques ressources numériques et surtout quelques choix que nous avons faits pour essayer d'améliorer les notions d'aide, de feedback, de correction, d'apprentissage dans ces ressources numériques. Donc ça a été un axe très important dans ma recherche. Et puis ensuite, j'en viendrai à la conception de ce MOOC Défi Delphes. MOOC, Massive Open Online Course, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce sigle, qu'on appelle aussi en français francophone CLOM, cours en ligne ouvert et massif. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, petit bilan rapide dans un premier temps des ressources numériques qui existent depuis les années 2000. Donc, moi, dans cette liste de ressources que vous avez sous les yeux, je vais plutôt choisir la distinction entre ressources brutes et ressources dédiées à l'apprentissage, donc les ressources authentiques ou bien les ressources pour apprendre. Et puis à cette distinction qui me paraît très importante aussi entre activités ouvertes et activités fermées. Les outils de communication proposent bien sûr une infinité un énorme potentiel en termes d'apprentissage, mais je pense que mes collègues qui ont communiqué aujourd'hui étaient plus à même que moi pour en parler. Tout de suite, un petit rappel également sur les atouts et les limites des différents types d'activités, puisque j'ai parlé précédemment des activités fermées, des activités ouvertes. On a la possibilité de construire dans les ressources numériques des activités autocorrectives qui vont permettre aux apprenants de travailler plutôt la réception que la production et plutôt la grammaire et le lexique, donc des éléments isolés de la langue, que la communication. Donc là, bien sûr, on voit un atout formidable du côté de l'apprentissage individualisé. Les apprenants vont pouvoir revoir des points sur lesquels ils ont besoin de retravailler. Et d'autre part, les activités ouvertes, donc on peut proposer aux apprenants sur des ressources authentiques, par exemple, qui favorisent la production, mais évidemment, difficile de corriger cette production. Donc c'est là qu'on a la nécessité d'un tuteur ou d'un enseignant. Donc ce type d'activité se prête très bien à la pédagogie inversée, pour que les apprenants soient actifs, préparent des tâches en dehors de la classe et puis viennent présenter dans la classe ce qu'ils ont fait. Alors, bien sûr, utiliser les ressources numériques,
Ça permet à mes yeux d'alléger le cours, si on peut dire, le cours en présentiel, des activités de réception, et puis des exercices à trous, les exercices assez systématiques, mais ça veut dire aussi qu'il faut garder des activités pour la classe, hein, donc quelles activités pour la classe, et puis cette question de l'intégration institutionnelle et pédagogique qui, quand on enseigne en présentiel et qu'on veut utiliser les ressources numériques, me paraît fondamentale. Quand on parle donc de cet auto-apprentissage intégré, selon ce que Mangenot proposait dès 2001, voilà, on voit apparaître cette distinction entre ce qui peut se faire d'un côté en auto-apprentissage, donc sur la partie gauche de l'écran, la compréhension, le lexique, la grammaire, et ce qui se fera en présentiel, à savoir la production des interactions orales pour que l'apprenant puisse apporter des remédiations, corriger, apporter le lexique qui manque aussi par exemple. Et puis, ça permet donc en classe de travailler sur la métacognition, hein, donc ce qu'on appelle apprendre à apprendre, la métacognition, qui est à mes yeux une donnée fondamentale, très importante, dès lors qu'on parle d'auto-apprentissage. Il faut qu'on permette à l'apprenant, on propose à l'apprenant de développer cette capacité d'apprendre à apprendre. Alors, pour illustrer ce lien entre auto-apprentissage et présentiel, eh bien, le WebQuest, le rallye Internet, qui n'est absolument pas nouveau comme activité depuis que les ressources numériques existent, mais c'est pour moi une très bonne illustration de ce lien pour passer de la compréhension à la production. Donc ici, vous voyez un exemple de rallye Internet qui a été réalisé d'ailleurs par un étudiant de master. C'est un travail que je mène aussi avec mes étudiants de master, qui emmène nos apprenants vers une recherche à partir de sites authentiques avec une mission qui est: vous voulez devenir bénévole dans une association, vous allez chercher des informations sur une association que vous allez ensuite restituer, présenter dans la classe. Donc on a là vraiment la notion de recherche, hein, d'intégration au cours, une recherche qui se fait pour présenter quelque chose dans la classe. C'est vraiment un exemple de pédagogie inversée. Alors, voilà, on retrouve notre tableau hein, de tout à l'heure. Quelques mots rapides sur la métacognition, cet élément essentiel à mes yeux, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans notre MOOC, qui sert à aider l'apprenant à développer sa compétence d'apprentissage pour rendre cet auto-apprentissage plus efficace. Alors ça, c'est un peu la théorie. D'un point de vue pratique, dans le cadre du travail que nous proposons à nos apprenants en complément du cours en présentiel au centre de ressources en langue, on incite fortement, vous voyez ici les consignes que l'apprenant reçoit quand il arrive sur le site du CRL, à remplir ce carnet de bord pour garder la mémoire du travail et pour communiquer avec les enseignants. Pour nous, enseignants, c'est la possibilité de suivre ce travail. Donc là, vous voyez un exemple de liste d'étudiants en fin de semestre qui me permet à moi, enseignante, de voir le temps que mes apprenants ont passé en auto-apprentissage. Donc ça, c'est une évaluation quantitative. Et pour que cette évaluation soit plus qualitative, on demande aux étudiants de remplir ce carnet de bord que vous avez sous les yeux. Donc il y a un tracking informatique hein, sur le temps qu'il a passé, mais tout ce qui est à droite de cet écran, cette description, c'est l'apprenant qui le rédige en essayant d'analyser pourquoi il a choisi cette ressource, ce que cette ressource lui a apporté, si c'était trop facile, trop difficile, et s'il a été efficace dans son apprentissage à partir de la ressource. Donc ce suivi,
il nous permet éventuellement d'intégrer aussi ce travail à l'évaluation institutionnelle, et puis il amène l'apprenant à réfléchir à son apprentissage pour apprendre à apprendre. Voilà ce qui concerne la notion d'intégration, la notion d'auto-apprentissage. Et je voudrais en venir maintenant à ma deuxième partie pour vous parler des ressources numériques. Alors, l'histoire de la création de ressources numériques à l'Université de Lille, elle est longue, puisqu'elle a commencé avec les premiers CD-ROM pour l'apprentissage du FLE. Et elle a été pour nous l'occasion de tâtonner, d'expérimenter, de réfléchir pour avancer pédagogiquement aussi et pas seulement techniquement en matière d'aide, de feedback et d'évaluation. Créer des ressources. Donc ici, vous voyez apparaître, c'est peut-être un petit peu pâle sur mon écran, mais c'est parce que ce sont des liens. Une liste des ressources qui ont été créées à l'Université de Lille. Tout d'abord, les rallyes Internet réalisés par des étudiants du master que vous pourrez retrouver en ligne, qui sont utilisables parfois clé en main. Et puis ensuite, donc l'Auberge, Capunive, Agora FLE. Alors les deux ressources les plus récentes, celles dont je vais parler plus précisément tout à l'heure, maintenant, c'est ActuFLE et Certiflank. Toutes ces ressources sont en ligne, en particulier ActuFLE et Certiflank sont disponibles sur le site de l'UOH, Université ouverte des humanités, et vous pouvez les utiliser aussi dès maintenant si vous avez envie. Alors, créer des ressources. Pourquoi créer des ressources numériques? C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Nous, voilà un petit peu les axes dans lesquels nous avons toujours travaillé. Et nous avons essayé, bien sûr, de créer des ressources qui n'existaient pas par ailleurs. Bien sûr, de créer des ressources pour cibler un public précis. Donc, nous avons commencé avec le public étudiant étranger qui arrive à l'université française. Et puis, nous avons aussi toujours voulu sortir des exercices autocorrectifs, QCM, qui nous semblaient trop automatiques, trop systématiques, et pas assez intéressants d'un point de vue de l'aide que le multimédia pouvait nous apporter. Sur ces trois premiers points, je voudrais vous parler rapidement de l'Auberge, qui est un site un petit peu ancien, mais qui est toujours en ligne, qui s'adresse à des étudiants étrangers intégrant l'université et qui propose des exercices de simulation. Donc c'était un petit peu un défi, je suis allée un petit peu trop vite, voilà. Donc on a essayé de faire en sorte que les apprenants se trouvent engagés dans des interactions simulées. Donc ici vous voyez un exemple où l'étudiant cherchant un logement appelle un propriétaire et puis doit entendre la question que lui pose le propriétaire et répondre en cliquant sur le petit bouton. Donc il s'enregistre, il est emmené dans un dialogue avec plusieurs répliques et ensuite il peut, à l'aide de cet écran un peu complexe, écouter sa réponse au milieu, écouter une réponse modèle sur la droite et refaire l'activité autant de fois que possible pour se corriger. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé feedback indirect, avec vraiment la possibilité pour l'étudiant de refaire autant de fois qu'il voulait, pas forcément en étant corrigé, ou bien après en étant corrigé en cours. Voilà, donc ça c'est un petit exemple des premiers tâtonnements en matière de ressources numériques, et si vous voulez en voir plus sur l'Auberge, vous pouvez aller directement sur le site. Avec ActuFLE, qui se trouve donc et qui a été financé par l'Université ouverte des humanités, qui se trouve sur ce site, on a travaillé sur l'utilisation de documents authentiques. Donc ActuFLE, ce sont 26 modules de compréhension orale construits à partir de reportages authentiques de C'est dans l'air, qui présente plusieurs particularités, toujours dans notre recherche
sur la conception de ressources. Tout d'abord, un parcours libre, où l'apprenant entre par thématique, donc on a la thématique des familles, du travail, etc. L'étudiant choisit le reportage qu'il peut visionner, ou bien fait ce que le prof lui a demandé de faire, si on repense toujours au lien avec le cours en présentiel. Donc un parcours libre pour entrer dans la thématique, pour entrer dans le reportage, et on le voit tout de suite, les questions qui sont proposées sur ActuFleu sont des questions ouvertes. Alors ça paraît être un peu étonnant, encore une fois l'idée c'était de sortir du QCM et proposer à l'apprenant de taper sur le clavier pour entrer ses réponses. Partant du principe que ça lui permettait tout de suite de réutiliser le lexique qu'il venait d'entendre dans le reportage. Donc, question ouverte, évidemment ça pose la question du feedback. Comment est-ce qu'on a procédé pour ActuFleu? Donc ici vous voyez qu'il y a plusieurs étapes en fait dans la correction. Donc si l'étudiant entre sa réponse, il peut tout de suite, il voit apparaître ces deux petites flèches que vous voyez tout comme moi, il peut cliquer sur la petite flèche pour aller réécouter le passage précis où il entend la réponse. Il peut l'écouter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, sans sous-titres ou avec sous-titres. Donc ça, c'est une première étape d'aide à la compréhension. Et dans la deuxième étape, une fois qu'il clique sur correction, il voit apparaître une réponse modèle et il peut, donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'auberge, dans les simulations de l'auberge, il peut, en comparant sa réponse avec la réponse modèle, évaluer si sa réponse est correcte ou pas. Ainsi, il peut évaluer sa réponse. Donc, vous voyez le petit curseur en bas qui lui permet de s'auto-évaluer. Donc là, on a essayé de tout faire pour que l'apprenant puisse s'autonomiser. On voit aussi apparaître cette notion pas facile à mettre en œuvre. Avec Certiflang, on a aussi eu l'occasion, à travers l'UOH, encore une fois, qui a financé la conception de ces ressources, de mutualiser des modules, différents modules de compréhension, puisque Certiflang propose des ressources en plusieurs langues, comme vous le voyez ici sur cet écran. Donc ça nous a permis de travailler avec des enseignants d'autres langues et des enseignants d'une autre université, l'université du littoral, avec l'optique de préparation à une certification. Pour les autres langues que le FLE, il s'agit du CLES, ce diplôme de langue qu'on peut passer à l'université. Pour le FLE, il s'agit de préparer le DELF B1 et de préparer le DELF B2. Donc vous voyez ici ces 7 modules qui sont organisés par thématique et qui proposent des activités de compréhension orale et de compréhension écrite de type DELF, avec 2 modules, les 2 derniers modules de chaque niveau qui peuvent se faire en temps limité. Donc là, on a vraiment voulu cibler la préparation à l'examen, pour que les apprenants soient mis en véritable situation d'examen. Et puis, on a aussi essayé de faire en sorte que ces modules proposent autre chose que faire des activités de compréhension. L'idée étant que pour préparer un examen, il s'agit bien sûr de s'entraîner aux types d'activités récurrentes dans cette certification, mais aussi de pouvoir réfléchir à la manière de passer l'examen, c'est-à-dire comprendre les consignes, lire les consignes, bien savoir ce qu'on attend de nous en tant qu'apprenant quand on passe le DELF. C'est ce qu'on a essayé de proposer dans chaque module. On essaie de se concentrer sur la compréhension des consignes, sur la compréhension des chiffres, sur la compréhension globale, sur la compréhension détaillée, pour essayer d'apporter aux apprenants une aide méthodologique.
Et là, il me semble qu'il y aurait beaucoup encore de pistes à creuser dans la conception de ressources numériques. Et puis, comme vous venez de le voir dans ActuFLE, on propose aussi à l'étudiant d'évaluer sa réponse. Donc ici, vous avez à nouveau sur un document authentique de compréhension écrite, une réponse ouverte, un modèle de réponse, et puis l'étudiant qui évalue si sa réponse est bonne ou mauvaise. Et ça fait, vous voyez, apparaître les petits curseurs sur la gauche de l'écran, les petites pyramides, avec ici beaucoup de rouge et pas beaucoup de vert, qui dit que j'ai pas très bien réussi mon activité. Mais on n'est pas dans une note chiffrée, on n'est pas dans un QCM où c'est la machine qui calcule la note. C'est l'apprenant qui s'auto-évalue. Encore une fois. Voilà ce qu'il en est des choix qu'on a essayé de faire pour la conception de ressources numériques et des pistes qu'on a lancées et qui restera bien sûr à creuser. Alors, ces ressources, elles ont été utilisées, en fait. On nous a demandé, donc l'UH nous a demandé, pour faire connaître ces ressources et pour les utiliser le plus possible, de les intégrer à un MOOC. Donc c'est ainsi qu'est né le MOOC Défi DELF, dont je voudrais vous parler maintenant. C'est un MOOC qui donc a été créé, comme son nom l'indique, pour préparer le DELF, à savoir le DELF B2. Alors, un MOOC, c'est une formation massive. Quand on enseigne à des étudiants en présentiel, et puis qu'on conçoit des ressources numériques, on peut se demander pourquoi passer à un apprentissage massif, comme son nom l'indique. Dans la catégorisation proposée par Mangenot des types de motivation différentes, alors au-delà de la motivation idéologique, bien sûr, qui est de diffuser le savoir au plus grand nombre d'entre nous, et dans tous les coins du monde, qui est magnifique comme motivation, au-delà des motivations promotionnelles, puisque l'UOH souhaitait ainsi mieux faire connaître les ressources ActuFLE et Certiflangue, et puis l'Université de Lille a, bien sûr, comme toutes les universités, intérêt aussi à se lancer dans la création de MOOC pour avoir une visibilité internationale. Les motivations étaient surtout pédagogiques, pour moi, je l'avoue, en tant qu'enseignante, de réfléchir sur la manière dont tout ce qui se fait en présentiel à l'heure actuelle, tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, production, interaction, remédiation, apprendre à apprendre, pouvait avoir sa place sur le MOOC et comment. Alors, il y a plusieurs définitions d'un MOOC et il faudrait aussi creuser un petit peu cette définition. J'ai choisi celle de Mangenot que vous voyez ici, qui permet de rassembler deux types de MOOC qu'on a l'habitude de distinguer, puisqu'on distingue les XMOOC où l'on ne fait que transmettre du savoir, on ne fait que, mais c'est déjà important, des CMOOC qui sont des MOOC connectivistes, c'est-à-dire qui mettent en lien les apprenants par le biais de forums ou d'activités collaboratives. Ici, François Mangenot nous dit, finalement, si on a des forums, alors c'est un CMOOC, mais si on n'en a pas, c'est un MOOC transmissif. Ce qui me paraît, voilà, la définition, c'est un nombre illimité de participants, des contenus et des activités autocorrectives, éventuellement évaluées par les pairs, mais ça n'est pas obligatoire, des forums et un tutorat. La question du tutorat, elle est aussi assez problématique, je vais y revenir ensuite. Alors, voilà, nous on avait des ressources, les ressources d'ActuFLE et de Certiflangue, qui sont, vous l'avez vu, loin des ressources
de type QCM, des activités de type QCM qu'on trouve dans beaucoup de MOOC, puisqu'on a déjà ces questions ouvertes, feedback, aide, auto-évaluation à l'intérieur des ressources. Néanmoins, il fallait que ces ressources soient intégrées à un parcours, à un scénario, auquel on devait ajouter un ou plusieurs forums, des activités collaboratives éventuellement, et une attestation de suivi, ainsi qu'un tutorat. Donc cette liste, vous voyez, reprenant un peu la définition de Mangenot, redéfinit ce que c'est qu'un MOOC, avec une notion de curseur. Alors, c'est-à-dire que si on propose dans le MOOC, par exemple, un tutorat très serré, alors on voit qu'on se rapproche de la formation à distance. Qu'est-ce que c'est la formation à distance, sinon un MOOC avec du tutorat? Si on propose un calendrier très libre, alors on est dans des ressources. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui des MOOC qui se présentent comme tels, qui sont plus proches de ressources en ligne, qu'on peut consulter n'importe quand, qui sont toujours ouvertes, etc. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC? C'est aussi une institution, une équipe, de l'argent, bien sûr, qui, pour notre cas, nous a été apporté par l'UOH, d'une part, IUT en ligne, d'autre part, et l'Université de Lille, qui a participé aussi à ce projet, financièrement et humainement parlant. Alors, un MOOC, pour nous, ça a été un chef de projet qui gère l'administration et le budget, 2 ingénieurs pédagogiques qui jouent aussi le rôle de tuteur, un graphiste, très important, et puis 2 enseignantes, Nassim Motebassem et moi-même, concepteurs et tuteurs également. On a embauché également 2 tutrices supplémentaires, et ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est que dans cette équipe, on a un ingénieur pédagogique qui nous vient directement du M2, de français langue étrangère, et 2 tutrices aussi qui viennent de ce M2. Donc c'est aussi l'occasion de constituer une équipe avec nos étudiants de master. Voilà le teaser de notre MOOC que vous retrouverez sur Internet. Vous voyez qu'il n'est pas fini. Hein, donc on est vraiment en plein dedans. Et on en a encore pour quelques semaines. Pour l'apprentissage des langues, ce qui nous paraissait important d'emblée, c'est aussi la question du niveau. Parce qu'un MOOC, c'est massif et on ne trouvait pas pédagogiquement pertinent de proposer ce MOOC à des étudiants de tout niveau et de n'importe quel niveau. On s'est posé, comme je vous l'ai déjà dit, ces questions d'interaction, puisque c'est une compétence fondamentale en langue étrangère. Est-ce qu'on peut vraiment les travailler dans un MOOC, de la correction et du tutorat? Alors, les choix qu'on a faits pour DefiDelf, il y en a peut-être parmi vous qui participent de loin ou de près à notre MOOC d'ailleurs, c'est donc d'utiliser nos ressources, de se donner un objectif précis qui est la passation du DELF P2, et puis pour mieux cibler le public, mais donc en limitant un petit peu cet aspect massif dont nous parlions tout à l'heure, on a décidé de proposer un module passerelle. Donc on a demandé à toutes les personnes souhaitant entrer dans le MOOC de passer une sorte de test de placement, alors de faire des activités de compréhension orale et compréhension écrite, et de s'auto-évaluer pour décider eux-mêmes, alors pas de blocage technique, mais une réflexion pour chaque participant, s'ils souhaitaient, s'ils avaient le niveau nécessaire pour entrer dans le MOOC. Sur 4000 inscrits, nous avons presque 3000 personnes qui ont passé ce module passerelle et 1300 qui sont entrées dans le MOOC. Donc voilà, on a réduit l'aspect massif. On a voulu aussi une organisation thématique, comme c'était le cas pour ActuFleu et Certiflangue, et puis on a essayé de mettre en place beaucoup d'interactions en langue étrangère et sur l'apprentissage de la langue.
Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ici, vous voyez les premières consignes que les participants rencontrent quand ils entrent dans le MOOC, notre fameux test de positionnement. Et on voit bien que les consignes, c'est vous réaliserez des activités de B1 en vue d'évaluer votre niveau et vous déciderez ou non de poursuivre dans le MOOC. Voilà ce choix qu'on a fait, qui nous paraissait le plus pertinent, mais qui est peut-être discutable. Donc le parcours est organisé de manière thématique et il est guidé, c'est-à-dire que les activités s'ouvrent l'une après l'autre, se ferment un peu plus tard, mais vont quand même se fermer un jour. Et ce parcours thématique, pour qu'il soit plus vivant, dans un MOOC, ça me paraît essentiel qu'il y ait un peu d'humain, ça nous paraissait essentiel. On a demandé à des étudiants étrangers eux-mêmes, qui maîtrisent déjà très très bien la langue française, de présenter chaque semaine, chaque module. Donc vous voyez ici les thèmes, le bio, l'environnement, Internet, l'éducation, le monde du travail et l'égalité homme-femme. Autant de thèmes qui sont des thèmes spécifiques au DELF B2, au niveau B2 sur lesquels nos apprenants sont amenés à argumenter. Alors, les activités de compréhension, certaines sont obligatoires, d'autres facultatives, comme vous le voyez ici, enfin obligatoires pour obtenir l'attestation de suivi. Et nous avons souhaité donner une très grande importance au forum en les distinguant, en proposant vraiment plusieurs forums. Donc chaque semaine, les apprenants sont amenés à participer à un forum thématique sur le thème du module et à un forum métacognitif, où on leur propose de réfléchir chaque semaine à une compétence différente. Ici, la compréhension orale. Donc c'est là-dessus que je voudrais me focaliser quelques minutes pour vous montrer que les échanges ne sont pas très nombreux, mais sont par contre d'une très grande qualité en matière de réflexion sur l'apprentissage. Ici, quelques lignes sur ce que c'est que s'auto-évaluer. C'est un moyen expérimental, dit un apprenant. C'est pas facile, dit un autre, mais je vois que ça peut me servir pour nous aider à progresser et à passer l'examen. Quelques remarques aussi sur la manière de se préparer à l'examen. C'est difficile de se concentrer, comment je peux faire, mais je vais continuer à essayer. L'idée de ces forums étant que si l'apprenant arrive à verbaliser ses difficultés, et puis lit aussi les conseils que les autres apprenants participants peuvent donner sur le forum, il sera mieux à même de passer l'examen et surtout de continuer à apprendre. Même chose ici, un petit passage sur stratégie et difficultés, la manière dont les apprenants essaient d'analyser ce qui leur pose problème dans la compréhension orale, la vitesse, les noms de pays, bien autre, c'est ça qui est compliqué pour moi. Une très grande richesse dans ces forums, c'est un des premiers bilans qu'on peut faire. Dans les activités collaboratives qu'on propose, alors ce qui est une particularité de la plateforme Moodle, parce qu'on a utilisé une version assez avancée de la plateforme Moodle, on a proposé ici aux apprenants de réaliser un glossaire en commun. Donc ici, vous voyez des définitions qui ont été réalisées, écrites par les étudiants, pour apprendre à construire soi-même son propre dictionnaire, par exemple. On a proposé aussi, à l'image de nos collègues du MOOC Travailler en français, on a proposé aux participants de faire des cartes mentales qu'ils postent ici, dans ce forum, et qu'ils consultent. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent regarder les cartes mentales des autres, faire des remarques, des commentaires sur les cartes mentales des autres. Et puis, alors ça c'est peut-être une des particularités aussi de Défidèle, c'est qu'on a plusieurs formes de tutorat, proactif, réactif, en amont et en aval.
au-delà de l'aide technique qu'on peut apporter en cas de problème technique, on a une modération des forums puisque les tuteurs ouvrent les forums, clôturent les forums, rangent les fils de discussion, proposent des fils de discussion pour que ce ne soit pas trop désorganisé. Un forum, ça devient assez vite très désorganisé. Et puis un tutorat de motivation aussi, où les tuteurs encouragent, félicitent et encouragent aussi à dire autre chose que merci. Voilà. Alors, les questions, pour terminer, les questions sur ce MOOC. Est-ce qu'un MOOC en langue est possible? Ça, c'est un peu notre question de départ, mais bien sûr, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un MOOC réussi? Est-ce que c'est simplement le nombre d'inscrits? Et moi, je pense que non, parce qu'il y a dans les MOOC un phénomène important de déperdition des apprenants. Ce qui me paraît important, et c'est ce qu'on voit dans ce forum Apprendre à apprendre, c'est ce qui devrait être, c'est ce qui a été appris, compris et intériorisé, comme dans la citation de Mathieu Siesel. Pour nous, aujourd'hui, le MOOC n'est pas terminé. Voilà un peu les premiers constats et les premières interrogations. Bien sûr, mais le contraire serait étonnant, je pense, le nombre de participants, pas le nombre d'inscrits, mais le nombre de participants est en diminution constante au fil des semaines. Bien sûr, il y a, et ça me paraît intéressant de ne pas l'oublier, des étudiants actifs et des étudiants qui ne font qu'observer ce qui se passe. Bien sûr, il y a peu d'interactions, mais il y a une très grande qualité des interactions, je trouve. Alors, les questions restent très fortes du côté du guidage, puisque, si à en croire Mangenot, un MOOC est un cours en ligne où le tutorat existe peu ou pas, alors que nous avons choisi de proposer un tutorat quand même assez guidé. Donc là, il y aurait aussi une réflexion à mener. L'importance sur le MOOC, et là je reviens au début de ma présentation, sur un MOOC, il me semble que la notion de métacognition, elle est aussi importante, voire presque plus importante que dans un cours en présentiel. Et ça, je pense que c'est un des atouts aussi du MOOC qui permet aux apprenants d'apprendre s'il permet aux apprenants d'apprendre à apprendre tout seul. J'en ai terminé pour cette communication. Je pense avoir respecté à peu près le temps. Et je suis prête à répondre à quelques questions s'il y a encore des gens en ligne. Merci beaucoup Martine pour cette présentation. Donc tout était très clair, on a très bien entendu aussi. Donc nous allons peut-être prendre une ou deux questions avant de clôturer la journée. Oui. Alors, il y a des commentaires en ligne puisqu'il y a 25 connectés. Oui, je vois passer quelques remarques écrites. Ouais, il n'y a que des remerciements. Il y a une question, voilà, je vois une question. Quelle est la raison de la diminution du nombre d'apprenants par le MOOC? Les taux d'abandon, en fait. Voilà, donc là j'essaie de répondre à cette question. Ouais. Oui. Moi-même, je me suis inscrite assez souvent à des MOOC avant de me lancer dans la conception d'un MOOC. Et en fait, je fais partie des gens qui se sont inscrits sans jamais participer à quelque activité que ce soit. Donc voilà, si on part du principe qu'il y a des gens comme moi qui se connectent, alors des enseignants, des chercheurs, des étudiants, qui se connectent juste pour voir, ça je pense que c'est une des premières raisons. Ensuite, bon, il y a aussi peut-être des questions techniques. Hein, si vous êtes sur des MOOC sur Fun ou même sur notre MOOC Défi Delphes, je pense qu'il y a des apprenants, des étudiants qui ont vraiment du mal à se repérer sur les différentes pages, les différentes semaines, les activités. Il me semble que ça demande vraiment... le cours en présentiel, il est là pour ça. L'enseignant, il est là pour encourager les étudiants à continuer. Et sur le MOOC, même si les tuteurs sont là, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il. Donc, voilà...
moi, je suis pas plus étonnée que ça. C'est vrai que notre défi, dans un premier temps, c'était de perdre le moins de participants possible. Et voilà, on verra à la fin, hein, les statistiques nous en diront plus quand le MOOC sera terminé. En ligne aussi, une deuxième question que je peux lire, bien sûr. Alors, quel modèle économique pour un tutorat fort? Oui, alors bien sûr, embaucher des tuteurs, il faut les rémunérer et c'est bien normal, hein. Donc, ça remet en cause, ça pose vraiment la question du financement d'un MOOC. Je pense que des entreprises, je connais des entreprises par exemple qui réalisent des MOOC avec très peu, avec des moyens financiers très peu élevés. Dans notre cas, nous avons eu la chance d'avoir un financement assez élevé et ça nous permet, oui, de rémunérer les tuteurs comme il se doit, hein. Donc nous, on les a, enfin juste un petit détail financier, on a embauché des tuteurs sur un forfait. Ils suivent le MOOC pendant tant de semaines et ils ont tant d'heures à passer sur le MOOC. Donc si on voit qu'on dépasse ce forfait, ben, on essaiera de les rémunérer un peu plus. Une dernière question, vous avez parlé d'allègement de la mémoire de travail. Pouvez-vous nous expliquer plus? Je ne pense pas avoir parlé d'allègement de la mémoire de travail. J'ai parlé d'allègement du cours en présentiel. Du cours en présentiel, oui. Si on décide de proposer à nos étudiants de travailler la compréhension orale ou écrite, ou de revoir, de faire des activités de grammaire et de lexique sur des ressources numériques, ça allège le cours. Et d'ailleurs, dans une autre typologie, on parle de présentiel allégé. Donc, alléger le cours en présentiel, ça veut dire lui donner plus de place pour travailler la production, les interactions. Et ça, c'est important de travailler en classe. Ce sont les compétences qui ne peuvent être travaillées qu'en classe ou en ligne avec d'autres outils de communication. Je vois qu'il y a une petite question aussi, une question de Laure sur l'évaluation des productions écrites par les pairs. J'ai le temps d'y répondre, Sophie? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de ces deux. Il y a 2 modules dans lesquels les apprenants sont amenés à poster des productions écrites et des productions orales. Et on leur propose un atelier où ils doivent évaluer une ou 2 productions écrites en décryptant les grilles d'évaluation du DELF, hein, puisqu'on est vraiment dans cette perspective-là de la passation du DELF B2. L'idée étant qu'ils découvrent ainsi les critères d'évaluation, ils les décryptent, ils ne sont pas toujours simples à comprendre pour un apprenant, et puis ils évaluent la production d'un autre participant à partir de ces critères. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il y a une toute dernière question. Alors, est-il possible d'intégrer le MOOC en classe? Eh bien, je pense que c'est une très bonne idée en fait. Dans ce parcours de conception d'un MOOC et de suivi d'un MOOC que nous menons actuellement, on s'est dit que ce serait justement très intéressant, et nous avons une collègue qui le fait d'ailleurs ici avec des doctorants internationaux, ce serait très intéressant d'intégrer ce MOOC à un cours en présentiel et que tout ce côté motivationnel, encouragement, justement, se fasse dans le cours en présentiel. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Très bien. Merci beaucoup Martine, merci pour ta présentation et ta présence à cette journée. Merci à tous et à ceux qui m'ont écouté. Merci beaucoup. Je ne vois pas, mais... Alors, on peut passer en direct. Nous allons pouvoir donc clôturer la formation, la journée. Oui. Ok. Au revoir. Au revoir Martine. Alors, pour... est-ce que tu peux me mettre...
Martine, si tu peux juste éteindre la caméra. Alors, pour clôturer la journée, je rappelle que nous avons été suivis en présentiel et en ligne par des participants de 31 pays, que je tiens à les remercier pour leur présence. La journée a été intégralement diffusée également dans des grandes salles à Grenoble et à Paris, donc qui a été suivie également en direct à Grenoble et à Paris et dans d'autres pays. Elle sera disponible en replay. Voilà, je tiens tout d'abord, et pour finir, à remercier la direction du CLA d'avoir soutenu cette initiative de journée d'études en collaboration avec ALSIC. Je remercie également le laboratoire Eliade et spécialement le pôle CLD, la présence de Mohamed Mbarki, de l'Université de Franche-Comté. Et je remercie les membres du comité de pilotage de la revue ALSIC et la présence de Françoise de Mézières et Eva Lacroix ici à Besançon. Je remercie également tous les intervenants qui nous ont permis de passer une journée très riche et qui ont essayé de dresser un panorama des centres d'intérêt de la communauté actuelle. Je les remercie vraiment chaleureusement d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et pour finir, cette journée d'études est le fruit d'un travail collectif. Permettez-moi de remercier le comité de pilotage de cette journée, le premier Athanas Chongu, notre technicien et référent que je tiens à saluer pour son travail, Emmanuel Boyan, Aline, Naïma, Anan, Florian, Loïc, Frédéric et toute l'équipe d'informatique du CLA, Fabienne et bien évidemment Francis également pour toute la logistique et Gianni. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle journée webinaire avec le CLA. Merci pour votre présence et merci pour votre suivi de cette journée. À bientôt.